Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 avril. Dans ce journal, nous reviendrons tout d'abord sur le premier tour de l'élection présidentielle, notamment sur la mobilisation des Français qui a été plus importante que prévu, mais aussi sur l'élimination des deux partis traditionnels avec Guillaume Bernard, politologue. Et puis nous prendrons la direction du Marais Poitevin, un territoire fragile qui comprend l'une des plus grandes zones humides d'Europe, un site protégé qui a reçu récemment la visite de Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Et enfin, vous découvrirez les premières images du clip Martine à la plage, l'un des titres du dernier album d'Elmer Footbeat. Les membres du groupe ont choisi la Vendée comme lieu de tournage pour ce clip. Nous les avons rencontrés sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Mais on ouvre tout d'abord ce journal avec l'hommage national qui a été rendu ce mardi aux policiers tués dans l'attaque des Champs-Élysées. Xavier Jugelé avait 37 ans. Il a été abattu de 2 balles dans la tête jeudi dernier. L'attaque a été revendiquée par l'organisation État islamique peu de temps après. Ce mardi donc, une minute de silence a été observée ici aussi, vous le voyez sur ces images, au commissariat de la Roche-sur-Yon. Une minute de silence également à Paris, en présence du chef de l'État, mais aussi d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui ont répondu favorablement à l'invitation de François Hollande. Et cela nous amène à parler de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc qualifiés pour le second tour. Le candidat du mouvement En Marche a réuni 24,01% des suffrages, Marine Le Pen 21,30%. Ce sont les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur lundi soir. Suivent François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. La participation, elle, a été légèrement inférieure à celle de 2012. Un peu plus de 77% des électeurs se sont déplacés aux urnes. Et pour en parler, nous sommes avec Guillaume Bernard, politologue et maître de conférence. Bonjour Guillaume Bernard. Première question, donc tout d'abord, cette participation a été plus importante que prévu. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, je crois que les Français, malgré une campagne qui a été quand même quelque peu atone, qui a évacué un certain nombre de sujets importants, tout le monde est d'accord pour en convenir, eh bien, les Français ont quand même voulu signifier que l'élection présidentielle est l'élection majeure, celle dans laquelle et par laquelle il plie d'une certaine manière les choix politiques pour les années à venir. Et c'est vrai que la présidentielle est toujours l'élection où il y a le plus de participation, environ 20% d'abstention. C'est à peu près ce qui est arrivé dimanche dernier. Et donc, de ce point de vue-là, sur d'autres points, les sondages ont eu raison, mais de ce point de vue-là, les sondages se sont trompés. Les Français ont voulu signifier qu'ils voulaient choisir, qu'ils voulaient décider pour leur avenir. Et justement, les Français ont donc choisi d'éliminer les deux partis traditionnels. Comment peut-on expliquer que ces deux partis traditionnels ne soient pas au second tour? Que s'est-il finalement passé? Est-ce que c'est une page qui se tourne? Est-ce qu'on peut parler d'une recomposition du spectre politique ? Alors, en tout cas, c'est un début de recomposition et de recomposition très forte, ça c'est absolument certain. Mais la situation, je dirais, du PS d'un côté et de LR de l'autre ne sont pas exactement, je dirais, les mêmes. Pour ce qui est du Parti socialiste, il a été écrasé entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. On sait que l'essentiel, je dirais, des forces socialistes, des électeurs socialistes sont devenus sociodémocrates et peut-être même sociolibéraux. Et donc, par conséquent, ceux qui sont restés socialistes ont été siphonnés par Jean-Luc Mélenchon, tandis que les autres sont passés chez Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, oui, c'est vraisemblablement une mort lente, mais une mort réelle du Parti socialiste d'Épinay, c'est-à-dire celui de François Mitterrand. De l'autre côté, eh bien, la crise est peut-être encore plus grande parce que si la crise du PS était peut-être d'une certaine manière presque annoncée, je dirais, par les transformations sociologiques et psychologiques de l'opinion publique, pour LR, c'est une très grave crise qui s'enclenche parce que avec 5 ans, je dirais, de présidence de François Hollande, on pensait naturellement que le candidat issu de la primaire de la droite serait le prochain président de la République. Or là, eh bien, évidemment, la campagne de François Fillon n'a pas, je dirais, convaincu. Il a fait un score un peu au-dessus d'ailleurs de ce que lui annonçait un certain nombre de sondages, mais c'est un score qui ne lui a pas permis d'accéder au second tour. On peut penser que c'est l'ambiguïté de son positionnement, d'un côté libéral, de l'autre côté conservateur, qui fait que ses électeurs n'ont pas été vraiment, je
dirais, enthousiastes. Les électeurs libéraux ont basculé en partie vers Emmanuel Macron, tandis que ceux qui étaient plus conservateurs, eh bien, ont pu effectivement, dès le premier tour, envisager de voter pour Marine Le Pen. Et puis, plus localement, en Vendée, on assiste finalement à un recul de la droite, puisque le département a placé en tête Emmanuel Macron. Par exemple, à La Roche-sur-Yon, 32,26% des suffrages ont été à Emmanuel Macron, et François Fillon est seulement 3e. Comment analyser ces résultats en Vendée sur une terre traditionnellement à droite ? Alors là, je crois que c'est la recomposition à droite qui se fait parce que effectivement, les Républicains sont en recul et il faut bien le dire, Bruno Retailleau, qui a longtemps présidé le département, qui était un des principaux soutiens de François Fillon, voit sans doute là, je dirais, un revers, outre le revers national, un revers personnel. Mais en fait, il y a, outre évidemment les Républicains, il y a le Front National qui lui progresse et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un transfert de voix, me semble-t-il, de la droite modérée vers la droite radicale ou vers la droite alternative, comme on veut, puisque, me semble-t-il, Marine Le Pen a obtenu 18% dans le département, et si elle ne se positionne qu'à la 3e position, elle est évidemment en progression. Dans 60 communes, le Front National est arrivé en tête, ce qui est évidemment un chiffre extrêmement important. Je crois qu'il y a le même phénomène qu'au niveau national, une recomposition du spectre politique, un bloc socialiste qui reste au même niveau qu'auparavant, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, Mélenchon ayant siphonné Benoît Hamon, un bloc central libéral et puis un bloc de droite alternative qui progresse avec un écartèlement des électeurs de LR entre d'une part le libéralisme et d'autre part le Front National. On le voit bien pour le second tour, les électeurs sont évidemment très pris évidemment dans cette alternative malgré, je dirais, les consignes de vote des chefs du Parti des Républicains. Eh bien, merci Guillaume Bernard pour toutes ces analyses. Rendez-vous donc le 7 mai prochain pour le second tour de l'élection présidentielle. Dans le reste de l'actualité, un nouveau décès sur les routes vendéennes. Un motard de 58 ans a trouvé la mort lundi matin dans une collision avec une voiture. Ça s'est passé dans le Nord-Vendée, à Boufféré. Le conducteur du véhicule, lui, n'a pas été blessé, mais choqué. On ouvre une page environnement avec les parcs naturels régionaux qui fêtent cette année leurs 50 ans d'existence. Le 1er mars 1967, le général de Gaulle avait instauré un décret marquant la création de ces parcs naturels. Aujourd'hui, il en existe 51, dont le parc naturel régional du Marais Poitevin, un site fragile qui comprend l'une des plus grandes zones humides d'Europe. Durant 2 jours, cet espace a accueilli Michael Weber, le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Un moment d'échange sur notamment les enjeux de ce territoire qui accueille de nombreux touristes. Les explications de Grégoire de Châtillon. Donc celles-ci viennent du sud du Sahara. Barjac noir, canard migrateur, cygne tuberculé, Michael Weber, le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, a fait étape à l'observatoire de la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Perret. Ce refuge d'oiseaux sauvages est situé en plein cœur du parc naturel régional du Marais Poitevin. Déjà, je suis arrivé dans un site avec du public et je trouvais que c'était déjà extraordinaire de voir à cette saison, c'est-à-dire en début de saison, autant de personnes qui se sont intéressées ou qui s'intéressent à cette réserve. On sent qu'il y a une vraie dynamique et finalement ça me rassure parce que ça veut dire que quand on a décidé de classer ou de reclasser le parc naturel régional du Marais Poitevin il y a de cela quelques années, on ne s'est pas trompé, que c'était le bon choix et que ce choix a créé du dynamisme. Et c'est ce qui est important, c'est que demain on puisse à la fois maintenir une biodiversité d'exception, on puisse à la fois développer une économie de proximité et qu'on puisse aussi y accueillir du tourisme. 2 jours de visite pour échanger sur les enjeux et les spécificités de ce territoire tourné vers l'océan. Petite pause ici, face à la pointe d'Arcet. Cette flèche sableuse a la particularité d'être toujours en expansion. Un peu plus loin, le groupe arrive à la pointe de l'Aiguillon, un autre site emblématique du Marais Poitevin, redevenu donc labellisé en 2014
parc régional naturel. Le fait d'être labellisé, c'est très important pour nous parce que ça assoit l'existence du parc sur l'ensemble du Marais Poitevin, d'une part, donc localement c'est important. Ça permet de garantir des moyens financiers, techniques dans la durée, ce qui n'est pas forcément le cas si on n'est pas labellisé. Puis surtout, ça nous permet d'accéder au réseau des parcs naturels régionaux de France, dont M. Weber est président, et donc de profiter aussi de toutes les expériences et les démarches qui sont conduites ailleurs dans les autres territoires en France. Deuxième plus grande zone humide française après la Camargue, le parc naturel régional du Marais Poitevin doit, pour demain, continuer à se développer économiquement tout en respectant la préservation de ses ressources naturelles. La Fédération départementale des chasseurs de Vendée satisfaite de l'opération permis de chasse à 0 €. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale annuelle. Mise en place en 2016, ce permis gratuit a permis de stopper la baisse du nombre de pratiquants dans le département. Les effectifs ont en effet triplé. C'est ce que nous explique le président de la Fédération départementale de la chasse au micro d'Arnaud Barrier. En 2015, nous n'avions eu que 250 nouveaux chasseurs et grâce à cette opération, nous avons eu plus de 645 permis qui ont été validés sur l'année. Donc c'est quasiment 3 fois plus. Donc c'est l'investissement qui est fait. On va le retrouver demain avec les retours sur investissement, avec ces nouveaux chasseurs qui sont venus renforcer nos rangs. Donc pour la première fois depuis 10 années, nous ne perdons plus l'effectif en Vendée. Et on peut dire que pour 2017, c'est encore très bien reparti puisque actuellement, on a plus de 600 inscriptions pour le permis de chasser à 0 €. Dans l'actualité sportive, la solo maître coq se poursuit avant le départ de la course au large jeudi. Des parcours côtiers sont au programme. Lundi, la première manche a été remportée par Alexis Loisin, la seconde par Pierre Quiroga. Et ce mardi se jouait la troisième manche. Elle a été remportée par Adrien Hardy. Au classement général, c'est le skipper espoir Pierre Quiroga qui est premier, juste devant Anthony Marchand et Jérémy Bayou. À noter que la quatrième manche qui était prévue ce mardi a été annulée en raison du vent. Elle pourrait être reportée à mercredi. À poil les filles, c'est le nom du dernier album d'Elmer Footbeat. Ce groupe nantais créé dans les années 80 s'était notamment fait connaître grâce aux chansons Le Plastique, C'est Fantastique ou encore Daniela. 30 ans plus tard, l'esprit du groupe n'a pas changé. Les musiciens sont toujours aussi déjantés. C'est ce qu'a pu constater Samuel Grasset à Saint-Jean-de-Mont durant le tournage de leur clip Martine à la plage, un titre du dernier album. Elle s'appelle Martine et cet été sur les plages, elle pourrait faire des ravages et briser des couples. Coupé. Martine, c'est la star du nouveau clip d'Elmer Footbeat. Le groupe a choisi la plage de Saint-Jean-de-Mont comme décor de tournage. Les musiciens ont accepté de jouer les acteurs de cinéma. Sous le bonnet rose de Martine, par exemple, le bassiste du groupe. Ah non, moi j'ai pas choisi du tout, non, ça on m'a carrément imposé. C'est le réalisateur, Monsieur Jo Pinto Maya, qui a bien fait rire ses copains d'ailleurs, mes copains, voilà. Bon, c'est parce que je suis la plus belle. Bah là c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Le scénario, c'est Jo Pinto Maya qui en a eu l'idée. Le réalisateur a déjà signé dans les années 80-90 plusieurs clips des Elmer Footbeat. Il n'avait pas retourné avec eux depuis 25 ans. C'est toujours aussi con d'écrire pour les Elmer, mais c'est toujours hyper intéressant et puis voilà, ça vient tout seul quoi. Donc après, ce qui a changé, rien, parce que 25 ans après, j'arrive encore à la déguiser en... regardez le pauvre Calou, en femme, alors que précédemment, je les ai déguisés en homme préhistorique, en pom-pom girl, en tout et n'importe quoi, en cow-boy, en indien. Donc je sais pas si c'est nous qui restons toujours sur les mêmes thématiques, ou c'est peut-être moi, mais voilà, le but c'est de se marier aussi, quoi. Humour et jolie fille, la recette qui a fait le succès d'Elmer Footbeat n'a donc pas changé. Le groupe a fêté l'an dernier ses 30 ans avec la sortie d'un 5e album. Il donnera tout l'été une série de concerts. Mais le groupe a aussi d'autres projets avec la sortie d'un DVD live et même d'une bande dessinée. C'est des chansons mises en images, donc qui racontent des petites histoires, pas forcément les histoires des chansons en elles-mêmes, mais le point de départ c'est les textes des chansons mis en images, voilà, un peu érotiques on va dire, avec des belles filles et des beaux garçons, forcément. La sortie du clip Martine à la plage est, elle, prévue le mois prochain. Elle est bien
Prenons à présent la direction de Réaumur où ce week-end avait lieu la fête du chocolat, un marché gastronomique qui réunit chaque année depuis maintenant 15 ans des artisans producteurs de toute la France. Un événement qui est devenu incontournable au fil des ans dans le Haut-Bocage vendéen, surtout pour les gourmands, parmi eux Apolline Laurent. Mettez-moi un assortiment des 3 pralinés là. Il y en avait pour tous les goûts ce week-end à Réaumur. Des chocolats noirs, blancs au lait, en passant par le nougat, les gâteaux à base de safran ou encore les saucissons et les confitures. De quoi satisfaire les gourmands venus profiter de la fête du chocolat. Il y a des bonnes choses, donc on va se laisser tenter par péché de gourmandise. Les chocolats, le saucisson, le fromage, un petit peu tout. Les enfants ils adorent, donc ouais, c'est super. Oui. On s'amuse, je pense on prend les gâteaux un peu pour nous-mêmes aussi. Donc, c'est bien. C'est très bien, on profite, il y a du soleil, beaucoup d'artisans qui proposent leurs produits faits maison et puis vous voyez, on goûte du chocolat, donc c'est un vrai plaisir. C'est en effet sous un beau soleil que les 40 exposants ont accueilli le public et proposé différentes dégustations. Et si certains artisans venaient du coin, d'autres n'ont pas hésité à faire des kilomètres pour assister à cette fête. C'est le cas de cette chocolatière du Tarn, attirée par notre territoire. La région et la manifestation en elle-même, le fait que ça soit cette année sur le thème de la Bretagne, c'était sympa. Et après, le nombre de personnes aussi qui sont censées se manifester, donc 15 000 personnes. Donc ça nous a fait venir jusqu'ici. Car la fête du chocolat de Réaumur devient au fil des années un vrai rendez-vous pour les amateurs de bons produits, mais aussi pour les producteurs et artisans. Un salon qui fait partie des salons qu'on a l'habitude de faire. Donc on vient régulièrement, c'est la 2e année. C'est un bon rendez-vous, c'est sympa, donc c'est agréable, on est très bien installés, donc tout va bien pour nous. C'est devenu un vrai rendez-vous, d'autant qu'on a toujours joué le côté qualitatif. Ce que l'on met vraiment en avant, c'est le fait que ce soit que des producteurs. Donc c'est vrai que tous les vendeurs de Barbapapa, Chichi, etc., ça on refuse systématiquement. Donc pour nous c'est important que ce soit que des producteurs et je pense que les producteurs s'y retrouvent également et surtout le public s'y retrouve parce qu'on a vraiment un public de qualité ou en tout cas qui vient chercher des produits de qualité. Pour marquer cette 15e édition et pour satisfaire les 20 000 visiteurs présents sur les 2 jours, les 200 bénévoles avaient mis tout leur cœur dans l'organisation. Le point d'orgue de ce week-end gourmand n'était autre que le concert de Triane et du Bagad de Lorient, ainsi qu'une animation musicale avec les joyeux vendéens du Boupère. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mercredi, le ciel sera toujours couvert avec de la pluie sur l'ensemble du département. Il pourrait même y avoir quelques orages. Côté température, pas de changement. Elles sont toujours en dessous des normales de saison. 12 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Dans un instant, vous retrouverez votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Et puis mercredi, ne manquez pas la grande émission d'Adèle Fugère qui sera consacrée à l'Atlantique Wall Memory, une association de Noirmoutier qui répertorie et met en valeur les blocos de Lille et d'ailleurs et qui prépare ce week-end une reconstitution d'un camp américain de la Seconde Guerre mondiale. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal.